Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'histoire de Caen. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants et la bonne année à tout le monde. Pour ma part, j'ai pris des bonnes résolutions pour 2024. Je vais tenter de combattre ma flemme légendaire et de vous apporter un petit peu plus de contenu que l'année dernière. Pensez à vous abonner pour ne rien rater sur les prochains projets. Trêve de bavardage et rentrons dans le sujet. Aujourd'hui, on va aborder une grosse partie du XXe siècle, et notamment la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de Caen. C'est quand qu'on arrive, épisode 8, c'est maintenant. Caen, 26 mai 1939. André d'Étole, maire de la ville, décide en prévision de la guerre d'acquérir 100 masques anti-gaz et 75 ensembles en toile huilée aux établissements Rémy de Hill à Angers pour le personnel de défense passive. L'achat d'une autopompe Laffy de 6 cylindres est voté, ainsi qu'une monopompe Droville et 1 km de tuyaux de toile de 70 mm et 500 mètres de tuyaux de toile de 40 mm. Mais, le 18 juin 1940, Caen est déclarée ville ouverte et les premiers Allemands entrent dans la ville. L'entrée des Allemands se fait sans heurts, mais une canaise qui donnait une indication de direction à un soldat allemand est quasiment lynchée par des passants. L'administration allemande s'installe dans différents lieux de la ville. Le commandanture 723, dont l'autorité s'étend sur le département du Calvados, à l'hôtel Malherbe. La Kreiskommandantur 184 au niveau de l'arrondissement et l'Ortskommandantur 630 dans les locaux de l'administration municipale. Les difficultés se font vite ressentir entre les hommes prisonniers de guerre et la présence allemande. Ainsi, le réseau de transport en commun fonctionne mal. Les bus ne circulent plus faute de véhicules et de carburant. Le 10 août 1940, après qu'un film d'actualité allemand ait été sifflé au cinéma Le Majestic, la Feldkommandantur impose un couvre-feu de 22h à 5h. Le 11 novembre de la même année, une manifestation de résistance à l'occupant éclate et une cérémonie improvisée devant le monument aux morts de 14-18 est organisée sur la place Foch où se trouve la Feldkommandantur. Malgré la guerre qui s'annonçait, Caen a continué de discuter des projets sociaux et envisage de réduire la crise du logement. La construction de 100 logements à bon marché sur les hauteurs de Vaucelles, décidée en mai, est confirmée en novembre 1940. Lors de la même séance du conseil municipal, la construction de 84 autres logements à la Évigné sont décidés. Dans le centre-ville, le quartier des 4 ans doit être également assaini par la destruction de taudis, l'élargissement de la rue des Teinturiers et la création de 2 nouvelles voies. Les travaux visent à lutter contre l'habitat insalubre, mais également à offrir du travail aux chômeurs de la ville. Les difficultés de ravitaillement se font de plus en plus ressentir, et le bois pour se chauffer commence à manquer. Ainsi, la ville décide au mois de novembre de découper les arbres du cours Caffarelli et fait venir de la forêt de Balleroy 4135 stères. Le 28 novembre, la municipalité crée l'Office municipal de la jeunesse, OMJ, afin d'occuper les jeunes canets. Elle propose du travail et des loisirs. À partir de 1941, le quartier de la gare est la cible de plusieurs bombardements aériens de la Royal Air Force. Environ 15 bombes incendiaires seront lâchées et le bilan est de 2 tués. C'est aussi à cette époque que les premiers actes de sabotage font leur apparition dans la ville. Sont particulièrement visés les câbles de communication. Dès lors, les autorités occupantes infligent à la ville une amende d'1 million de francs. En août 1941, le conseil municipal vote 75 000 francs d'aménagement pour le stade de Venoy et le stade Elitas, avec la construction de terrains de basket et d'équipements pour le saut en longueur et en hauteur. En septembre, a lieu la première audience de la section spéciale de Caen. Après des actions de la résistance intérieure contre les forces allemandes, il est réclamé par les Allemands des représailles. Sont organisées ensuite par les autorités du régime de Vichy. Et ces actions spéciales sont des tribunaux d'exception chargés de juger les délits et les crimes attribués par la police de Vichy aux communistes et aux anarchistes. En mai 1942, a lieu rue Saint-Jean l'ouverture d'un bureau de placement pour les travailleurs volontaires. Le 10 février 1943, d'importants bombardements ont lieu sur la gare. Les bords de l'Orne, le quartier de Vaucelles et la demi-lune sont touchés. Le bilan est de 10 morts et 39 blessés et plus de 100 maisons sinistrées. En avril-mai 1943, l'intensification de la fréquence des bombardements sur le quartier de la gare, et en avril 1944, encore 4 bombardements sur le quartier de la gare. Arrive le débarquement du 6 juin 1944. Les Alliés débarquent et arrivent aux portes de la ville. Le 7 juin, les Britanniques lancent l'opération Perch, censée permettre l'encerclement de la ville par l'ouest. Mais cette opération est un échec.
Les bombardements s'intensifient. Le quartier Saint-Jean, Saint-Gilles, Beaugueux et les alentours du boulevard des Alliés sont gravement touchés. Les Canets trouvent refuge dans les anciennes carrières ou dans l'abbaye aux Hommes. Les bombardements continuent et le 12 juin, la flèche de l'église Saint-Pierre est détruite par un obus. Le 15 juin, c'est le théâtre qui est entièrement détruit par les flammes. À partir du 25 juin, ils attaquent à nouveau dans le cadre de l'opération Epsom. La progression est lente, l'état-major décide le 7 juillet de mener une attaque frontale, l'opération Charnwood. La ville subit alors le pire bombardement. L'hôtel de ville est définitivement détruit et le palais des facultés s'enflamme. Le 7 juillet, dans de nouveaux bombardements, l'église Saint-Julien est détruite, ainsi que le couvent des Bénédictines et un temple protestant. Le 9 juillet, la rive gauche de l'Orne est libérée par les forces canadiennes qui ont combattu pendant un mois les troupes SS. Les opérations Goodwood et Atlantique permettent de libérer la totalité de la ville 10 jours plus tard. Après des tirs d'artillerie sur la rive droite, Vaucelles et les villages de la périphérie sont rasés. Chaque opération est appuyée par des tirs d'obus de marine et par des bombardements aériens. Mais la Luftwaffe et les batteries allemandes installées sur les hauteurs de la ville comme Vaucelles, sur la route de la Délivrande, font également énormément de dégâts jusqu'à la mi-août. Les derniers obus allemands, tirés depuis les environs de Cabourg, tombent sur la ville le 14 août. Au total, on a perdu en un mois de bombardement environ 68% de son volume de bâti. Les villes et villages de la banlieue de Caen ont également été dévastés. À Colombelles, la société métallurgique de Normandie n'est plus qu'un amas de ruines. Aux 3000 à 8000 victimes des bombardements s'ajoutent des civils ou des militaires massacrés à Caen et dans la périphérie par les troupes nazies en retraite. Alors que l'évacuation de la ville est décidée le 6 juin, la Gestapo ouvre les portes de la maison d'arrêt de la Maladrerie. 116 prisonniers politiques et otages, parmi lesquels 3 femmes, sont amenés dans les courettes de la promenade et fusillés. En application des dispositions nuit et brouillard, les corps sont transportés et les archives de la prison sont détruites. Si bien que les corps n'ont jamais été retrouvés. De nombreux soldats canadiens faits prisonniers pendant la bataille sont amenés à l'abbaye d'Ardennes à Saint-Germain-la-Blancherbe, où s'était installée la 12e division allemande SS Panzer Hitlerjugend. Du 8 au 17 juin, 11 d'entre eux sont emmenés à l'arrière de l'abbaye et exécutés au mépris des conventions de Genève. Le 20 juillet, à Cormelles-le-Royal, les 6 membres d'une famille ayant décidé de rentrer chez eux malgré l'ordre d'évacuation des Allemands sont retrouvés et fusillés par les SS. Après la libération, la ville est un champ de ruines. Les 60 000 habitants de Caen se retrouvent dans la rue. Reconstruire prend du temps, d'autant qu'il faut déminer les bombes et les obus qui n'ont pas explosé, et ensuite évacuer les quelques 2 millions de mètres cubes de gravats. Les autorités municipales, avec à leur tête le maire Yves Guilloux, décident de construire des baraquements de bois dans les champs qui entourent immédiatement la ville, formant ainsi de nouveaux quartiers. Les constructions débutent à partir de janvier 1945 et se poursuivront jusqu'en 1954. Yves Guilloux choisit de désigner pour reconstruire la ville l'architecte Marc Briot de Laujardière et son cabinet. Le plan de reconstruction de la capitale bas-normande est minutieusement supervisé par le ministère des Reconstructions et de l'Urbanisme. Il est approuvé le 22 mai 1946. En septembre 1947, le début de la construction des premiers immeubles de la rue du Gaillon, avec une livraison prévue en 1949. Septembre 1948, c'est le début de la reconstruction du quartier de Vaucelles. En avril 1949, c'est le début de l'implantation des voies principales du quartier Saint-Jean, avec l'élargissement des rues de Bernières et de Saint-Jean, ainsi que le percement de la future avenue du 6 juin. En janvier 1950, les premiers feux de circulation sont mis en service place Fontette. En décembre de la même année, la ligne de Caen à la mer ferme et la gare Saint-Martin est désaffectée. Pendant les années 50, de nombreux immeubles reconnaissables par leur style reconstruction sont construits et pour beaucoup désormais protégés au titre de monuments historiques. En voici une brève liste. La nouvelle université qui est l'actuel campus 1, l'église Saint-Paul, les nouvelles galeries, maintenant Galerie Lafayette, le magasin Le Galet-Bouchard qui deviendra plus tard le BHV, le nouveau monastère des Bénédictines à la Folie Couvre-Chef et l'église du Sacré-Cœur de la Guérinière. D'autres constructions arriveront un peu plus tard, comme le nouveau lycée Malherbe ou le parc des expositions et le palais des sports. La reconstruction de Caen, confiée à l'architecte Marc Briot de Laujardière, durera près de 20 ans, étant considérée comme achevée en 1963. L'architecture de la ville se caractérise par l'utilisation de la pierre de Caen, la réalisation d'îlots fermés de type néo-haussmannien et d'îlots ouverts d'inspiration corbusienne, ainsi que la mise en valeur du patrimoine antérieur aux destructions. Voilà, c'est ici qu'on termine. J'espère que l'épisode vous aura plu. Pensez à liker, commenter et partager la vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouveaux épisodes. Et sur ce, bonjour.